Et ça a été relativement efficace au point que la CGT a, je crois, me souvenir, a commencé à faire un peu pareil. Et puis, dans le secteur agricole, bon, il y a eu des hauts et des bas sur les évolutions, sur les résultats aux chambres. Et alors, il y a une organisation qui dirige la chambre dans ce département, ici, en Charente, c'est la coordination rurale, qui, quand elle a eu une très forte hausse de financement, parce qu'elle était passée de 12% à 20, en gros 19 ou 20, a embauché beaucoup de permanents pour favoriser la création de nouveaux syndicats dans les départements où ils n'étaient pas implantés. Ils ont ramassé beaucoup de... Alors, ils ne sont pas très actifs dans la plupart des départements, mais ça a été très efficace d'un point de vue organisationnel. Voilà, c'est ce que je peux dire. Si, quand même, sur les critères qu'a rappelé Jean-Jacques, c'était très... l'histoire des deux critères pour l'un sur le résultat, la proportion de résultats aux chambres, et l'autre sur la proportion d'élus. Moi, j'ai refait des statistiques sur plusieurs élections. En gros, avec le mode de scrutin, le pourcentage d'élus, il est exactement il est pour les gens qui ne sont pas majoritaires de moitié moindre que le résultat pour les voix. Donc c'est un critère qui est très politiquement orienté. Merci. Est-ce qu'une deuxième personne veut s'exprimer, questionner? Oui. Pardon. Ah, il y a une dame. Oui, François, donc moi je suis animateur Conf et ADR en Lozère. J'avais une question en fait par rapport au financement participatif, parce que donc c'est un débat qui est actuel au sein de la Conf. Je voulais avoir des précisions en fait sur les liens, enfin la complémentarité possible entre les dons faits dans le cadre de l'association Les Amis de la Conf et ce financement participatif qui serait complémentaire, supplémentaire. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de fonctionner que par le biais des Amis de la Conf, par exemple ? Disons, à ma connaissance, si tu veux, les plateformes de crowdfunding, c'est ça que tu veux dire? Bon, on les utilise sur de l'événementiel. Voilà, sur un événement. D'ailleurs, on avait lancé une plateforme ici pour les 30 ans qu'on n'a pas vraiment bien gérée parce qu'on ne sait pas vraiment bien faire. Donc une plateforme, ça s'alimente, il faut relancer les gens, enfin ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, après, oui, effectivement, si on doit se transformer en fonds de dotation, par exemple, enfin voilà, évoluer vers un fonds de dotation, c'est effectivement naturellement vers les amis de la conf, voilà, qui maîtrisent un petit peu plus cet aspect-là des choses. Encore faudra-t-il bien caler après, voilà. Comment on répartit les dons, enfin voilà comment ça fonctionne. Mais ouais, clairement, je pense que c'est vers les amis de la conf qu'il faut se tourner. Ouais. Moi, je m'appelle Claude, je suis paysanne en Bourgogne. J'ai une question par rapport au financement et en particulier au financement de la coordination rurale. Dans notre région, la coordination rurale est absente, mais absolument absente. Il ne siège dans rien. Pourtant, nos élus nous disent on ne peut pas vous donner autant que le syndicalisme majoritaire parce qu'on ne veut pas faire de... Enfin, ils prétendent ne pas vouloir faire de clientélisme et c'est plutôt des appels à projets. Alors ma question, elle est là, quoi. C'est facile quand on est un syndicat qui fait 20% aux élections chambres d'avoir des salariés qui vont après faire de la retape dans les fermes pour des adhésions. Mais quelque part, est-ce que le fait de ne rien faire pendant 5 ans, de ne siéger nulle part, ne pourrait pas être un critère de... Voilà. Bah, c'est un argument, hein. Voilà, c'est un argument qu'il faut certainement développer, mais bon, voilà, ils ont le droit de ne rien faire, ils ne font rien et ils récoltent du mécontentement là-dessus.
Serge, il pourrait peut-être en dire un petit peu plus sur les scores des mécontents aux élections. Donc, la stratégie de la coordination rurale, le moins on en fait, au dernier moment, on se réveille, on sort un tract bien léché, un site internet pendant 8 ans et pendant 6 ans, et puis vas-y, quoi. Quelques publications, moins on en fait, plus on gagne. Donc, quelque part, c'est un peu leur stratégie. Hein. Enfin, je ne sais même pas si c'est leur stratégie, mais il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de. Donc, parce que pas de projet précis, parce que voilà. Bon, voilà. Mais après, on dit dans les critères, c'est syndicat représentatif. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, donc il faut déjà 5 ans d'existence, etc. Mais maintenant ils ont tout. Hein, ça y est, maintenant ils sont comme nous, exactement pareil. Et la représentativité, c'est maintenant 10%. Hein, ça a été 15% et maintenant c'est 10%. Donc voilà, tout le monde y a accès. Oui, sur le fond de votre question, c'est dans un régime démocratique, c'est absolument impossible d'avoir un critère moral. Sinon, il y a des présidents de la République qui auraient dû être destitués. Je ne cite pas de nom parce qu'il est en mauvaise santé. Mais ça, c'est pas possible parce que il n'y a aucun critère objectif qui permet de juger. Alors, la Confédération paysanne, j'ai enquêté un peu dessus, j'ai fait des interviews, elle a eu d'emblée la représentativité pour l'ancienneté parce qu'elle avait absorbé la Fédération française de l'agriculture. Oui. Oui, mais j'ai dit rural quand même. J'ai déjà fait. Bon, pardonnez-moi. La coordination avait absorbé la FFA, Fédération française de l'agriculture, qui, elle, avait la durée. Elle avait été créée en 69. Et il y a des départements où elle était importante. Et les années où elle ne s'est pas présentée, par exemple dans la Manche, par exemple, la Confédération, cette fois-ci, a fait une progression considérable. Parce qu'avant, il y avait un fort taux de la FFA. Voilà. Et la stratégie, alors on peut juger, comme vous le faites, bien sûr, la stratégie, l'activité ou non-activité de la coordination. Moi, je remarque qu'ils ont eu une communication redoutable, pas bavarde, mais très efficace, qu'ils ont aussi eu des stratégies, mais globales. Par exemple, ils étaient derrière l'appli. Ça ne veut pas dire que l'appli, l'Association des producteurs indépendants de lait, était une émanation directe de la coordination. Sauf que c'est exactement la même méthode qui avait permis de créer la coordination. Au départ, c'était une coordination transsyndicale. Les gens de ce département doivent s'en souvenir puisqu'ils avaient de la conf. C'était associé d'un premier temps. Tous les 4 départements de la région. Donc, et c'est la coordination, c'est de transformer en un syndicat du même nom, en 92. Mais au départ, c'était un mouvement contre la réforme de la PAC de 92. Et réellement, en observation, comme ça, moi je suis indépendant, hein, la communication est sûrement la meilleure de tous les syndicats agricoles. Ça a tenu à un stratège qui a été le président à une époque et de ce département, précisément. Parce que, y compris la FNSEA, est souvent mauvaise en communication. En 2004, on parlait, je pense, Jean-Jacques, il y a eu des grosses affaires sur le financement des syndicats parce que notamment, c'est peut-être la Cour des comptes, je ne sais plus, avait révélé que les cotisations du regroupement des fédérations d'élevage de la FNSEA avaient été payées par un chèque de la Banque des céréaliers Unigrain. C'est-à-dire que ça venait des taxes parafiscales, d'une partie de la taxe parafiscale qui finançait la Banque des céréaliers, qui elle-même finançait la cotisation d'une organisation de la FNSEA pour la FNSEA. Et suite à ça, ça a fait un certain esbrouf, parce qu'il y a eu des mises en cause. Le président de la FNSEA a commencé une conférence de presse et un communiqué
par la formule on n'a pas piqué dans la caisse. Donc ça, c'est de la communication d'élite. J'ai le communiqué. Une autre question, notre Marc, oui. Jean-Claude Moreau, ancien membre du comité national, mais par ailleurs président d'une association de développement local, CIVAM. Je voulais poser la question, alors c'est un peu une question à côté, mais qui en fait partie. Quand le pouvoir politique réagit, disons, il doit prendre en compte une population, l'agriculture, la ruralité. Donc, à travers la Confédération paysanne, il y a deux moyens, c'est les financements. Hein, soit politiquement, je finance ou je ne finance pas, ou de quelle manière je finance. Et deuxièmement, la représentativité qui doit s'exercer dans les organismes départementaux de contrôle, de régulation ou au niveau national. Actuellement, il y a les régions qui sont apparues et d'un certain point de vue, on peut dire aussi qu'on s'est fait gruger, nous, Confédération paysanne, dans ces représentations, par exemple à la Chambre régionale, puisqu'on peut avoir, nous en région centre, on avait 15, 16, 17%, je ne sais plus le chiffre exact, et on a une moitié de poste sur 80 à la Chambre régionale. Donc, ce qui est complètement, même tellement absurde, qu'on se demande comment le FOL a pu signer un papier qui fait qu'une organisation représentative de paysans qui aurait 17% de bois aurait la moitié d'un poste pour 80. On est dans... Donc, de toute façon, on sait très bien que la bagarre se déplace toujours entre le pognon, la représentativité, parce que la représentativité, c'est l'organisation aussi de la communication. C'est que maintenant, en région centre, par exemple, la Chambre régionale parle que par la voix de la FNSEA. C'est pas possible autrement, quoi. Puisque c'est 99% de la... Alors, ce que je me posais comme question, je mettais ça en rapport aussi avec le fait que, de plus en plus, c'est les appels à projets. Et les appels à projets jouent aussi pour la Chambre d'agriculture. Mais là, la négociation de comment on répond aux appels à projets se fait directement entre Chambre régionale et la DRAF. Hein, parce que maintenant, c'est là que ça se passe. Les réelles négociations d'application sur le terrain. C'est entre la DRAF, la direction régionale, et la Chambre régionale, qui aussi se trouve directement en négociation avec le Conseil régional, puisque c'est lui qui a les attributions de compétences. Donc il y a je trouve qu'il y a un champ plus large que ce qu'on dit de négociation politique, et qui nous implique à nous poser la question maintenant, est-ce qu'on a encore... pour la Chambre d'agriculture, à quoi ça nous sert? Nous, à nous compter, c'est tout. Sur le reste, on sait très bien qu'on se fait gruger tout le temps, partout. Est-ce qu'on a encore un intérêt politique à défendre l'existence des chambres d'agriculture, puisqu'on sait très bien que même sur un chantier comme l'agroécologie, le FOL, à la limite, il pourrait en convenir lui-même hein, s'il n'y avait pas de micro. Les chambres ont fait que saboter, mettre une planche à savon, savonner sa planche pour l'agroécologie. Et les réponses qui ont été faites réellement sur l'agroécologie ont été faites par des FADEA, ont été faites par les CIVAM, etc., etc., ou dans le réseau Impact. Donc il y a quand même maintenant, je trouve, une question de fond sur une position politique à tenir vis-à-vis des chambres. Enfin, il me semble qu'il y a des choses qui ont évolué, quoi. Sur le débat sur les chambres, faut-il encore des chambres ou pas des chambres, c'est pas nouveau quand même au niveau de la Confédération paysanne, parce qu'on a toujours été quand même dans une position minoritaire et absolument incapable de faire évoluer les choses. C'est normal, bon bah voilà, c'est un fait, c'est comme ça, il faut le prendre comme ça. Moi j'aurais plutôt tendance à dire c'est peut-être ce côté minoritaire mais alternatif, avant-gardiste qu'il faut développer et qu'il faut mettre en avant. Moi j'aurais plutôt tendance à dire que devant le politique, se dire la société a besoin de syndicats agricoles qui ont une vision toujours en avant et qui ne sont pas dans la gestion du quotidien. On est dans la gestion des crises, bien sûr, mais pas la gestion au quotidien comme peut le faire la FNSEA. C'est pas notre tasse de thé de toute façon. Mais par contre, la gestion de crise des paysans en difficulté, oui, on l'est. Là, c'est qui récupère le travail que fait Solidarité Paysane
paysans, et qui le fait à l'intérieur, c'est bien souvent des militants. C'est pour ça qu'on est quand même aussi au quotidien. Mais moi, je trouve que notre place politique, au niveau de l'agriculture, c'est cette nécessité d'être présent parce qu'on fait bouger les choses, on amène de nouveau des idées novatrices et c'est ça moi que je mets en avant quand on rencontre les politiques, c'est le besoin de faire prendre conscience aux politiques que la Confédération paysanne, c'est pour ça qu'elle est nécessaire dans le paysage politique, c'est pour ça qu'il faut la financer, c'est pour ça qu'il faut financer les projets aussi. Alors là, pour revenir sur les projets en région, voilà, au niveau national, c'est clair et net qu'on ne peut difficilement aller sur des appels à projets, sur du développement agricole, parce que c'est pas possible au niveau de la structure nationale. Dans les régions, c'est là où on va. Depuis maintenant, c'est nouveau, hein, je veux dire, ça fait une quinzaine d'années. Il y a 15 ans, avant, non, on attendait que le budget du Minagri arrive, on avait des emplois jeunes, on se débrouillait comme ça, et voilà. Depuis une 15-20 ans maintenant, ça y est, il y a une dynamique forte là-dessus. Moi, je trouve que... Alors, on la critique à la conf en disant oui, mais les appels à projets, c'est un bouffe-temps, c'est un bouffe... il faut gérer, c'est difficile, on devrait aller uniquement sur l'action syndicale. Il n'empêche que c'est un gros financement des confédérations et des ARDR, surtout les ARDR, mais derrière, il y a quand même un financement de la conf derrière indirectement. Et le rapport Perruchot l'a bien dit en 2012, le rapport Perruchot, il a dit oui, il y a un déséquilibre de financement, la FNSEA, la forteresse agricole bénéficie vraiment partout. On en a développé qu'une partie, mais c'est les aides à l'installation, etc. Il y a encore plein de trucs où ils vont puiser de l'argent, d'accord ? Les chambres d'agriculture qui financent les syndicats, etc. Bon, on le sait tous ça. Donc ça a été dénoncé par le rapport Perruchot. Par le rapport Perruchot dit rapidement, mais il le dit quand même, que les syndicats minoritaires ont... accès à des financements sur des projets, des appels à projets au niveau des régions, plus facile que les FDSEA et les JA. On le sait. Bon, les régions étaient toutes à gauche à l'époque et peut-être que c'était un balancier de rééquilibrage, etc. Ça a changé, on l'a dit, tu l'as dit, mais il n'empêche qu'il faut quand même continuer à développer ça en disant, nous, notre réflexion dans notre région, alors je ne parle pas pour Grand Est, mais c'est quand même maintenant le Grand Est se met en place et c'est aussi, je pense, une réflexion partagée. Mais en Champagne-Ardenne, c'était de se dire, cherchons des appels à projets où on développe, bien sûr, notre projet d'agriculture paysanne, nos projets qui nous motivent, vraiment des projets assez proches du terrain qui vont causer aux paysans. Dans leurs formules multiples, hein, on a développé le projet de répertoire des savoir-faire paysans dans notre région. Ça cause aux paysans. Il y a un intérêt. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez pragmatique, d'assez concret, mais qui nous permettent d'avoir une activité, qui nous permettent d'avoir une dynamique syndicale, parce que derrière, si on a des financements sur des appels à projets, derrière, on enclenche des nouveaux paysans qui s'intéressent à nos projets et qui rentrent progressivement dans notre fonctionnement, dans nos organisations, par le biais souvent des ARDR, et puis après, au niveau de la Confédération paysanne. Donc c'est quand même pour moi source de renouvellement potentiel à terme. Donc il ne faut pas le négliger, il faut continuer à faire et ça va être de plus en plus difficile avec les nouvelles majorités qui se sont dessinées. Moi, juste pour compléter et puis peut-être illustrer pour les gens qui dans la salle ne sont pas paysans, le cas de figure classique là, avec le changement de région, c'est que donc, cette cogestion là, qui date depuis l'après-guerre fait que au niveau des projets d'installation, la Chambre d'agriculture se réserve tous les projets, on va dire, conventionnels pour ne pas dire autre chose, puisqu'on l'emploie aussi pour certaines pratiques agricoles. Nous, nos ARDR ont hérité très naturellement de tout le reste, c'est-à-dire de tous les projets un peu innovants, des installations hors cadre familiaux, donc des gens qui viennent d'un autre milieu que le milieu agricole avec des idées nouvelles et tout. Mais les idées nouvelles, c'est pas facile à mettre en place. La région se réorganise, donc notre Richard Cœur de Lion là-bas à Bordeaux, il fait un état des lieux. En Poitou-Charentes, jusqu'à preuve du contraire avec Ségolène au niveau agricole, notre agriculture paysanne a été très très bien soutenue. Du coup, lui, il fait un bilan. Forcément, le bio qui partait de rien, en très peu de temps est monté à 6-7%, mais on partait de rien. Les autres, ils ont installé des jeunes qu'ils envoient dans le mur, puisque c'est des installations conventionnelles sur une agriculture conventionnelle dont on sait tous qu'elle est dans le mur.
Et nous, on a accompagné les gens sur des modèles et des projets agricoles très atypiques, très difficiles à mettre en place, avec certainement, entre le nombre de jeunes qui sont passés chez nous et le nombre, véritablement, le bilan d'installer, des chiffres qui déplaisent à Richard Cœur de Lion. Et donc, du coup, aujourd'hui, concrètement, il a dit, moi, je continue à financer les bio, mais bon, l'ARDR et tout, vous n'avez pas prouvé votre capacité. Voilà, c'est tout bête. Et c'est contre ça, aujourd'hui, qu'il faut qu'on se batte. En fait, je voulais dire la même chose que ce que tu viens de dire. Excuse-moi. Voilà. Nous, donc je suis en région Rhône-Alpes-Auvergne. Et c'est ça, c'est que en fait, tous les projets qu'on a fait innovants, aujourd'hui, la Chambre, elle nous pique les projets, elle les imite. Et alors, elle n'est pas bonne là-dessus parce qu'ils n'y croient pas, donc ils ne sont pas bons. Mais en tout cas, ils essayent d'imiter. Et puis après, notre région, elle dit, de toute façon, les chambres, elles peuvent le faire, donc je vous arrête les financements puisque les chambres peuvent le faire. Pour la bio, par exemple, nous, on avait l'ADABio qui représentait plusieurs départements, qui travaillent depuis des décennies sur la bio. Et bien aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de faire les diagnostics de reconversion à la bio. C'est la Chambre d'agriculture qui les fait, alors qu'elle n'a pas de personnel compétent pour le faire. Ils n'ont personne de compétent. Ils ne savent pas le faire. Mais aujourd'hui, c'est eux qui les font. Donc voilà. Donc pour l'instant, en région, il y a une super régression et c'est pas là-dessus qu'il faut qu'on compte. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pas pour différencier les gens, mais savoir qui est paysan, par exemple ici. Et je pense qu'on ne doit pas être beaucoup de paysans. Et c'est ça qui me tue, quoi. C'est que en fait, on est un mouvement de paysans et puis les paysans ne sont pas avec nous. Alors c'est ça, c'est comment faire pour que nous en Haute-Savoie, on a eu 40% des voix aux élections chambres, hein, ça c'est arrivé. Donc, mais par contre, on a qu'une centaine d'adhérents sur, je sais pas combien est de paysans aujourd'hui en Haute-Savoie, mais sur 2000 paysans. Et donc, on arrive à faire des chiffres aux élections chambres, mais on n'arrive pas à avoir des gens qui disent concrétiser. Par exemple, quand je vais au marché, je vais voir les paysans qui sont en bio, puisque j'achète en bio, moi. Je lui dis, tu cotises à la conf? Ah non, moi je cotise déjà à la DABio, donc je ne vais pas cotiser. Donc ils confondent le syndicalisme de produits avec le syndicalisme. Y a pas on dirait qu'il n'y a pas de culture. Je dis, mais tu sais à quoi ça sert un syndicat agricole? Ah non, mais moi je veux rester indépendant, je veux qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et puis comment même ces paysans qui pourraient voter pour nous, parce que tu te dis, on connaît des paysans qui sont super bio, qui sont plus bio que la bio, qui font des choses intellectuellement qui sont super proches de nous, mais qui cotisent à la Fédé, quoi. Donc tu te dis, mais ouais. C'est comment on peut arriver à je sais pas, à démanteler ça? Est-ce que ça doit venir des citoyens qui vont voir les paysans? Je sais pas. Qu'est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus? Moi, il y a peut-être une réponse. Il y a peut-être. Moi, je voulais simplement dire deux choses. Il faut que, et on se la pose, je pense, la question à la Confédération paysanne, le renouvellement, c'est-à-dire demain, les militants de la Confédération paysanne lesquels seront-ils? Est-ce qu'ils seront issus, comme nous l'avons été, d'une agriculture classique, conventionnelle? Parce que moi, j'en fais partie de ça. Je suis arrivé à la conf par ce biais-là. Et puis quand je regarde nos enfants, c'est pas là. Ils viennent aujourd'hui. Le renouvellement de la conf, il vient pas de là du tout. Donc on doit se poser la question, se dire quel projet. C'est pour ça que moi je m'investis beaucoup sur toute la dynamique circuit court, parce que l'agriculture relocalisée, tout ça, c'est source c'est porteur d'espoir, c'est porteur d'une grosse dynamique, un gros besoin de défense des paysans, parce que rien n'est fait, il faut tout construire et il faut reconstruire. Du collectif, etc. Enfin, il y a de gros projets vraiment intéressants au niveau agricole. C'est pour ça que je pense que c'est important pour nous. Et ça, c'est un aspect.
Et puis le deuxième aspect, c'est se dire, dans notre région, en Champagne-Ardenne, on nous a poussé à le faire il y a quelques années, de se dire, regroupez-vous, les organisations, les bio, les CIVAM, l'ARDEA, etc. Vous devez travailler ensemble, faire le réseau Impact, quoi. Je veux dire, on ne l'avait pas dans notre région, mais il est de plus en plus nécessaire. Si politiquement, dans les responsables, je veux dire, c'est pas. Et on comprend que les militants, à la base, ils disent oh, moi, c'est pas la peine. Bah oui, si eux raisonnent comme ça, je pense qu'il faudrait déjà aussi qu'au niveau des responsables régionaux, on soit capable de travailler ensemble, de déposer peut-être des projets ensemble, de gérer des projets ensemble, plutôt que de se dire moi, je défends ma chapelle. Je le comprends, c'est tout le débat bio, non bio, etc. Puis quand on est bio, c'est pas la même chose que quand on est à l'ARDEA, et voilà. Mais il n'empêche que par rapport aux politiques, si on ne fait pas front commun, parce qu'on a quand même une base, on porte le même projet, par un chemin plus ou moins le même. Donc si on ne fait pas, si on n'a pas cette intelligence-là, on n'a pas beaucoup d'avenir, à mon sens. Il y avait peut-être une réponse, il y en a d'autres, là, mais ouais. Il y a Jacques. Et puis... Jacques, Normandie et Seine-Maritime. Je vais être redondant, mais à force d'enfoncer tout, tu as répondu ce que j'allais dire. L'union en politique permet de décupler les résultats. J'en veux pour preuve qu'il y a une dizaine d'années, touchant à cette époque-là un nouveau préfet de région qui n'avait rien à foutre, au mois d'août, il nous a reçus en 3 jours. Nous, c'était qui? 7 organisations, 5 personnes physiques. Il a été bluffé. C'était à l'époque Impact. Depuis, chez nous, en Normandie, tergiversation, on a abandonné Impact, on a recréé un pseudo-sosie, mais c'est du bricolage. Moi, je prétends que, au niveau national, comme dans chaque région, si on ne se met pas ensemble, en marchant pour défendre ce que nous avons en commun, en laissant de côté nos divergences, ce que nous avons en commun est ultra majoritaire, c'est l'une des façons politiquement de nous faire respecter, et en même temps, ça nous permet, en ayant pris l'habitude de travailler ensemble, d'être plus efficaces dans la bagarre pour le fric qui se mène concrètement dans l'association FNSEA, Chambre, et chez nous, région. Chez nous, la Normandie, la région file tout le financement à la Chambre, le financement régional, charge à la Chambre de faire le boulot de la région. Tant bien que mal, on se défend, mais si Impact n'est pas créé et si ce n'est pas le premier mot d'ordre interne et à la FADEAR et à notre conf, on donne des verges pour se faire battre. Et toujours déguster. Juste, il nous reste un quart d'heure. Alors, pour ceux qui trouveraient que j'ai bien vieilli, je me présente, Marie-Christine Ethelin. Je suis avocat en retraite et j'ai été pendant, qu'est-ce qu'on peut dire, 20 ans, 25 ans, l'un des avocats de la conf. Donc, la pluralité syndicale, c'est mon premier contact avec la conf création créée. Pourquoi? Parce que auparavant, je travaillais avec d'autres structures, les paysans travailleurs, la FNSEP en Haute-Garonne, mais c'est vrai que la première apparition dans mon cabinet, dans la lutte juridique de la Confédération paysanne, s'est jouée dans le cadre de la pluralité et de la reconnaissance. Pourquoi? Parce que, alors que la reconnaissance avait été intervenue au niveau national, du syndicat, du regroupement de plusieurs syndicats de la Confédération, la FDSEA de l'Aveyron a pris la décision d'attaquer l'arrêté de représentativité préfectorale devant le tribunal administratif de Toulouse. Alors c'est un procès qui n'a pas fait grand bruit parce qu'il était évident pour tout le monde, y compris pour ceux qui avaient attaqué cette décision, que
la Confédération de l'Aveyron, avec tout son passé au niveau en particulier historique, au niveau du Larzac, était véritablement représentative. Ce qui a été démontré peu de temps après par un score de 40 ou 45% aux élections. Mais c'est la première fois où nous avons conduit, y compris au niveau national, une réflexion sur l'aspect juridique. Là, c'est l'institution judiciaire qui a reconnu la représentativité de la Confédération. Et ça, je crois que c'est capital. Alors, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, parce que c'est au tribunal administratif, c'est des procès d'abord qui sont longs, ça prend 2 ans, tranquillou. Mais ce sont des procès, si vous voulez, qui se font de façon feutrée. Les arguments sont par écrit, on plaide quasiment à peine. Mais c'est véritablement là, si vous voulez, qu'on est sorti, enfin moi c'est le sentiment que j'ai, que l'on est sorti de cet aspect administratif qui présidait à l'organisation des syndicats, la représentativité syndicale en France. Et là, véritablement, on a eu ce socle qu'on n'a peut-être pas bien utilisé, mais on a eu ce socle de la reconnaissance judiciaire. Le tribunal administratif a dit à la Fédération des exploitants agricoles de l'Aveyron, allez vous faire voir ailleurs, la Confédération est parfaitement représentative, peu importe les motifs, ce n'est pas le débat. Voilà. Et c'est à partir de là qu'on a initié une réflexion juridique. Et moi, ce que je trouve, c'est peut-être parce que je suis partie à la retraite, mais ce que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de les luttes sur le terrain ne sont pas trop couplées, très couplées avec des luttes de caractère juridique. Alors, on connaît tout l'aspect en ce qui concerne en particulier la malbouffe, les OGM, on connaît tout le rôle qui a été celui de ces mobilisations autour des juridictions. Il n'y a pas que ça. On a fait des procès civils absolument extraordinaires qui ont popularisé véritablement le rôle, enfin, l'aspect novateur, remis en question, porté par la Confédération paysanne. Juste pour répondre, effectivement, quand on regarde un petit peu l'histoire de la Confédération paysanne, sa visibilité, elle est décrue dès qu'on a 5, 6, 7, 8, 9 paysans en prison. C'est clair. Mais c'est clair aussi que ça coûte des sous. C'est clair aussi que ça abonde les dons. À chaque fois qu'on a eu des soucis, les amis de la conf ont observé des... Mais bon, voilà, ça peut pas être non plus une... Oui, oui. Oui, sur le fond, ça a fait avancer toujours des choses. Oui. Sur la question du foncier, sur la question, pas que la représentativité, je vous dis, ça a été réglé, ça a été vite fait, bien fait. 2 ans après, le tribunal administratif a dit tout va bien. Bon, donc la conf est représentative. Mais après, on a mené d'autres luttes, et on a mené y compris des luttes, pour certaines qui ont été perdues, je le dis très clairement, qu'il faudrait peut-être revoir sur l'aspect financier surtout. Enfin, c'est insensé, si vous voulez, qu'il n'y ait pas... on avait trouvé des biais, les tribunaux ne nous ont pas suivis, le parquet nous a suivis, mais enfin, bon, passons. Mais sur les cotisations volontaires, sur tout ça, enfin, etc., il faut reprendre, si vous voulez, je ne sais pas qui portera le débat physiquement, pas moi, vous vous en doutez, je ne peux plus. À part les biens communs, c'est la seule chose dont je m'occupe. Mais c'est déjà pas mal. Simplement dire que là-dessus, en 2007, je crois, on a initié une action juridique par rapport, on a dénoncé, notre objectif c'était de dire, les JA sont-ils une émanation, sont-ils un syndicat à part entière ou font-ils partie de la FNSEA? Parce qu'un coup, quand on dit la FNSEA, c'est 60%. C'est une liste d'alliances. Nous, on disait, attendez, vous êtes avec les JA. Si c'est une liste d'alliances, c'est 30%, 30%, point barre. Si vous êtes ensemble, alors les JA, il n'y a plus 2 syndicats. Alors voilà, ils jouent là-dessus. On a voulu poser la question juridiquement, se dire au moins que ça tranche. Là-dessus, on n'a pas pu, ça n'a pas été tranché. Le résultat, c'est que notre requête n'a pas été entendue et puis ça n'a pas allé au bout. Peut-être qu'on l'a mal fait avec Jacques à l'époque, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, on voulait mettre le doigt là-dessus. Bon, chat échaudé craint l'eau froide. Je ne sais pas si on a envie d'y retourner là-dessus, mais pour nous, c'était important qu'on sache qui on avait en face. Parce que là, en ce moment, on a un coup, c'est la FNSEA et les JA, un coup, c'est les JA, un coup, c'est la Et voilà, et on dit syndicat majoritaire, mais voilà, on sait, c'est vraiment une anguille, ce truc-là.
Et c'est vraiment une bonne stratégie qu'ils ont mis en place, mais ouais, qui nous dessert, mais on n'a pas arrivé à défaire. Des personnes n'ont pas pu s'exprimer, le temps va être compté dans 10 minutes. Par contre, vous avez un espace forum et vous pouvez parfaitement y discuter dans cet après-midi et prévoir des forums là, sur le milieu de l'espace pour poursuivre des discussions parce qu'évidemment, nous sommes là pour gérer de la frustration. Mais on l'assume avec le sourire. Oui, donc Paul Vieille, je suis agriculteur en Vendée. Et puis pour juste répondre un peu à Catherine, Catherine, oui, par rapport aux cotisations, ce qu'on constate, nous, en Vendée, c'est que la FDSEA joue la carte du service, c'est-à-dire entre le service de remplacement, le journal chambre, interdit à ceux qui ne cotisent pas. On a de la peine à trouver un angle d'attaque. Et puis, pour rejoindre ce que disait Jean-Jacques tout à l'heure, à partir du moment où la conf décide d'être plutôt sur de la prospective, sur le circuit court, où les gens de la Fédé disent « Ah, tout le monde ne peut pas faire ça ». Voilà. Le bio, voilà. Des combats de l'agroécologie. On est un peu des emmerdeurs, parce qu'on est des gens qui veulent changer un quotidien, un ronron dans des fermes. Et donc, du coup, ça, c'est pas non plus très, très porteur pour les cotisations, quoi. Alors, c'est des choix qu'on a faits. Je pense qu'on est aussi pris là-dedans. Hein. Moi, je voulais aussi compléter par rapport... moi, je suis agricultrice dans l'Ain. Et donc, on a fait un très bon score. On s'était alliés à la coordination rurale et à l'appli. Et on a fait un très bon score. On a fait peur à la Fédé, très, très peur à la Fédé. Malheureusement, les quelques pourcentages de différence ont fait la différence. Et donc, on a 5 sièges sur 21. Donc, on n'a pas droit à la parole. On n'est pas dans le bureau. On n'est dans rien. Hein, donc, Par contre, moi, ça m'a aussi interpellée parce que j'ai dit, ces gens qui ont voté pour nous, il y en a qui sont à la Fédé, en fait. Et puis, c'est des situations schizophréniques. Parce qu'ils sont à la Fédé, parce que oui, ils ont un projet, puis ils ont peur que ça passe pas, un projet d'installation du fils, de machin, de trucs, et ils ont peur que ça passe pas. Donc ça, c'est un premier gros problème. Il y a un syndicat de confort, on va dire, de confort dans la vie quotidienne, alors que nous, on est dans un syndicat de lutte, avec des représailles, parce que nous, la première fois où la conf a fait peur à la Fédé, donc c'était aux élections de la Chambre précédentes, il y en a quand même qui, étonnamment, ont eu des contrôles PAC tirés au sort dans la liste. Donc c'est grave quand même, c'est grave. Et puis après, pour en revenir aux militants et au manque de cotisants qu'on a, bon, d'abord, depuis peu, je suis trésorière de la Confédération paysanne, donc je me rends compte qu'il faut qu'on s'attelle vraiment à ça, parce que déjà, il y a des gens qui ont la revue, qui ont tout, puis qui ne payent pas de cotisation. Je dis, bon, comment ça se fait? Donc il faut qu'on soit très rigoureux là-dedans, qu'on ne perde pas notre côté à défendre les idées, mais il y a quand même une gestion qui est là, hein, dans nos fermes aussi, donc voilà. Et puis après, les jeunes, quand on essaye de les motiver, ils sont d'accord avec nos idées, mais déjà, ils sont souvent engloutis dans le travail parce qu'ils sont quand même dans des professions chronovores, enfin des situations chronovores, la vente, la transformation, le commerce, bon, ça, la production. Et puis après, ils me disent, oui, mais nous, quand on veut se détendre, on préfère faire partie d'une association de musique, de foot, voilà. Donc il y a quand même un réel... souci, mais qui n'est pas que à la Confédération paysanne, qui est de manière générale en politique. Et il est toujours plus facile de séparer les gens que de les rassembler. Et on est quand même dans une société, comme on disait, capitalistique, où le but, c'est de diviser les gens et pas de les rassembler et de mettre l'individu comme la solution à tous les problèmes. Et le collectif est malheureusement pas à la mode, même si on a une puissance... Oui. De masse dont on ne se rend pas compte et qu'on n'exploite absolument pas. Et c'est incroyable. Je veux dire, c'est des fonctionnements schizophréniques pour moi. Mais bon, alors, on reste optimiste.
Oui, simplement pour dire ce que tu viens de dire, très important quand tu dis les jeunes qui n'ont pas le temps parce qu'ils s'investissent, etc. Et puis qui se disent, bon, ben, on ne va pas perdre notre temps à militer parce qu'on ne voit pas trop à quoi ça sert. Eh ben, c'est peut-être là où il faut qu'on se pose la question de se dire, si on est véritablement un syndicat de défense des paysans, d'accord, là, on aura des jeunes qui vont dire, bah oui, je suis défendu et puis mes problèmes, ils sont résolus par le syndicat. Là, je viens et puis je rentre. Et puis après ça, ben voilà, une fois qu'on a goûté, aussi la convivialité, aussi à pas se sentir tout seul dans son coin, etc., on continue. Je crois que c'est c'est le virus qui nous a piqué un jour. Donc voilà, c'est véritablement ça, parce que quand on est sur des circuits courts, etc., il y a énormément de problèmes à résoudre que ne gèrent pas forcément les chambres. Ils veulent le pouvoir, c'est comme la bio, ils veulent le pouvoir de la bio. Donc il faut tout en sorte pour que les bios soient plus gérés de manière autonome. Ils veulent les bios dans les chambres. Mais une fois qu'ils l'ont, c'est tout. C'est pour avoir le pouvoir, c'est asseoir leur pouvoir qu'ils sentent un petit peu partir. Donc c'est la même chose sur les circuits courts. C'est multiforme. Mais il y a énormément de problèmes que rencontrent les jeunes, parce que c'est principalement des jeunes qui font. Et donc à nous de proposer sur tout ce qui est l'aspect sanitaire, etc. On y travaille au niveau national à travers la commission Reloc, mais elle vit, voilà, il faut plus de monde. Et puis moi, j'aimerais bien aussi que la conf nationale investisse encore plus là-dessus, parce que quand on montrera qu'on sait défendre, et on le fait localement, on arrive à défendre des jeunes qui sont un peu dans la mouise, bah derrière, c'est des jeunes qui restent chez nous. Voilà, on n'est pas dans le schizophrène après, c'est très clair. On sait... qui fait quoi là, dans l'histoire. Oui, Jean-Jacques me demandait de rappeler ce que j'ai souvent dit à propos justement de la représentation et des élections. C'est-à-dire quand on regarde et observe sur la période longue les scores des élections, et moi je l'ai fait personnellement, en épluchant toutes les listes de tous les départements de 1976 à maintenant, voire pour certains depuis 1964, on s'aperçoit que en fait, le vote non FNSEA, il a toujours été important. Il a oscillé entre 35-40%, mais la composition n'était pas la même selon les époques, selon que la nature des organisations qui se présentaient. Alors avant 83, où il y a eu une certaine démocratisation, je rappelle, vous ne savez pas tous, mais le scrutin était proportionnel. Il n'y avait pas de dosage semi-proportionnel comme après, mais ça a été un très gros progrès. Et il y avait une forte participation qui ne s'est pas vraiment démentie, contrairement à ce que disent certains commentateurs. Avant 83, et dans les années 70, il y avait une seule organisation nationale qui se présentait, à part la FNSEA, parce que moi je considère que le CNJA de l'époque, les JA, organiquement, ça fait partie de la FNSEA. Et puis il y a des choses qui sont pas très compréhensibles. Pourquoi les JA auraient eu aussi longtemps quelque chose qui est toujours dans la loi d'orientation de 1960, complémentaire de 62, sur le suivi de l'installation des jeunes, par exemple. Et donc, cette organisation, c'était le MODEF, le Mouvement de défense des exploitants familiaux, qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui. Mais à cette époque, j'ai refait les calculs sur 76-79. Le scrutin était encore différent. Il y avait entre 30 et 40% là où le MODEF se présentait. Et puis, il n'y avait pratiquement pas d'autres listes. Ensuite, dans les années 80, il y a eu progressivement des gros progrès pour la Confédération paysanne, puis un repli en 2007, un repli très sévère, puisque ça a été un quart des points de pourcentage perdus en un seul scrutin, et puis une généralisation de la présence des listes coordination rurale qui lui a permis de progresser. Alors dans un premier temps, le cumul de ces deux
liste, coordination rurale et confédération paysanne, il est peu changé aujourd'hui, ça fait à peu près 40%. Donc on se retrouve dans les mêmes configurations. Moi, j'ai parlé dans des colloques de rente d'opposition, c'est-à-dire qu'il y a un bénéfice à se présenter contre. Ça ne veut pas dire que c'est sans contenu, c'est inégal selon les organisations. Le MODEF, moi j'ai connu des départements où dans les années 70-80, tout le monde était en famille ou allié ou parents, hein. Mais ça ramassait 15, 20, 30%. Donc ça peut donner un sens. Alors après, la question c'est savoir, puisque tout ça est mobile, comment on peut se maintenir et se développer. Donc c'est la construction de l'identité. Alors quelqu'un a dit quelque chose d'intéressant. J'arrête, bien sûr, je finis ma phrase, c'est tout. La question de l'image, l'identité de la conf est très importante. Il y a un certain nombre de départements où on se fait dire en permanence, par exemple, c'est les bios ou c'est les écolos. Bon, il y a un gros travail sur, c'est pas que de la communication, c'est aussi d'argumentation qui serait sûrement utile. Je vous remercie pour ma part. Donc une dernière intervention et du mot de la fin pour vous? Oui, bonjour, moi je m'appelle Claude Soriot, donc je suis paysan dans le nord de la Vienne, dans la région ici. Je suis aussi très investi dans les structures de développement, donc j'ai été président d'Impact par exemple dans la région Poitou-Charentes. Moi je voulais intervenir sur un sujet que je trouve qui est primordial là, pour les 30 ans à venir, parce que je veux dire on fête les 30 ans de la conf, mais bon, c'est plutôt les 30 ans à venir qui sont intéressants. Et je pense qu'on a parlé de jeunes qu'on accompagnait, qui n'ont pas des profils comme avant et tout ça. Et moi, je pense qu'il y a un enjeu quand même de formation syndicale et de formation globalement à la militance pour ces jeunes qui ont vraiment une autre histoire que nous, on a pu avoir. D'ailleurs, on n'est pas tellement... on est un peu perdu d'ailleurs pour les accompagner vers ces formations-là. Et je pense qu'il faudrait qu'au niveau syndical, que ce soit ça pourrait être un projet structurant, par exemple. Je ne sais pas, est-ce qu'il peut être accompagné financièrement, j'en sais rien. Mais au moins de trouver des formes pour emmener ces jeunes vers une vraie motivation militante, quoi, et puis faire fonctionner le syndicat pour les 30 ans à venir, quoi, parce que... Tendance à dire d'un département, moi j'ai connu ça dans les Ardennes, on n'était même plus en capacité de faire une liste, et donc la seule chose qu'on avait à se raccrocher, c'est de se dire si jamais on pouvait se mettre avec la coordination rurale. La coordination rurale disait si vous venez, mais c'est sur notre liste, c'est pas sur une liste commune. Donc là ils récupéraient la totalité. Et puis après, s'ils avaient accepté d'être sur une liste commune, c'était 50-50, donc le plus fort perd, donne à celui qui est le plus faible, puisque c'est 50-50 après, hein, attention. Donc s'ils avaient accepté ça dans les Ardennes, ils perdaient un gros paquet de leur représentativité. Bon, donc vraiment, nous, on ne peut pas au niveau national de dire que c'est une stratégie et il faut se battre contre, parce qu'il faut absolument qu'on ait maximum de listes présentes, et puis ça fait partie de la dynamique. On sait que c'est des moments où quand on va aux élections, ça relance des équipes qui sont un peu endormies, etc. et que derrière on peut se baser là-dessus. Si on se met avec la coordination rurale, c'est peut-être plus délicat, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut... la réalité fait qu'il y en a. Il y en a eu dans l'Ain, ils ont fait très peur. Il y en a eu dans le Puy-de-Dôme et ils ont renversé. Et bon, alors après, pourquoi? Mais dans le Puy-de-Dôme, je pense qu'ils ont quand même... La Confédération paysanne avait un pouvoir beaucoup plus important que le rapport de force. Ils ont peut-être laissé de la représentativité à la coordination rurale, mais je pense qu'ils ont acquis du pouvoir, parce qu'au sein de la Chambre, je pense que c'est eux qui ont plus de pouvoir et de force. En Puy-de-Dôme, c'est un peu mon analyse rapide comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Mais voilà. Ok. Je coupe, je suis désolé. Donc je rappelle 3 choses. D'abord, merci aux intervenants et merci aux participants d'avoir joué le jeu de cet échange. Deuxième élément, pour toutes les personnes qui ont quelque chose encore sur la langue, vous avez l'espace forum au milieu où vous pouvez écrire une question en disant « Tiens, à telle heure, je propose avec ceux et celles qui voudront, on discute de tel sujet. » Et vient qui veut. Et le troisième élément, on se retrouve tout de suite tous ensemble.